Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle j'ai pour défi de vous présenter la France du célèbre Napoléon Ier. Pour cela, je procéderai en 3 étapes. Tout d'abord, je vous présenterai l'ascension au pouvoir de notre cher Napoléon, de son origine jusqu'à son apogée. Ensuite, je vous parlerai de l'influence et de l'impact qu'il a eu lors de son règne. Enfin, j'aborderai les grands changements qu'il a induits et qui, pour la plupart, sont toujours actifs à l'heure actuelle. Mais tout d'abord, une petite introduction. Installez-vous confortablement, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il est important de rappeler que, avant tout ce bazar, la France était régie selon ce qu'on appelle le système féodal, un système politique datant du Moyen-Âge, selon lequel le pouvoir revenait aux seigneurs qui avaient presque tous les droits sur leur population. Nous sommes désormais en 1799, la France sort tout juste de la Révolution, et la création de la Première République marque la fin de toute forme de monarchie. Le peuple français vit une période de tension et de guerre intérieure, Nous sommes en guerre. appelée la Terreur, qu'il serait bon de développer dans une prochaine vidéo. Mais alors, en quoi Napoléon va-t-il de nouveau bouleverser le système déjà changé récemment? Eh bien, chers amis, je crois que nous tenons notre problématique. S'il est bon de rappeler que la France vit une véritable guerre interne, il faut savoir aussi que les guerres à l'extérieur ne se sont pas pour autant arrêtées. Napoléon est le général de grande armée, le nom donné à la nouvelle armée française, né sous la fameuse Première République. Non content de donner des coups de latte à l'armée ottomane en Syrie et de distribuer des calmez-vous aux Turcs à dos de chameau, et c'est pas une vanne, cette peinture en atteste, il se dit qu'il aura beau étendre sa puissance sur les autres pays, il était quand même très important de gérer correctement le sien. Ainsi, il profita du grand mécontentement du peuple vis-à-vis du nouveau régime et de la tension déjà bien ancrée pour réaliser ce qu'on appelle un coup d'état, c'est-à-dire qu'il va renverser le pouvoir en place, duquel il fait déjà partie, pour en prendre la tête. Malinx le lynx. Après son coup d'état, notre ami Napoléon crée un nouveau parti politique, le Consulat, dont il prend la tête en s'autoproclamant consul. Ce titre lui donne d'ailleurs presque tous les pouvoirs. Mais alors, monsieur, quelle différence il y a avec la monarchie absolue de Louis XVI? Très bonne question, Jonathan. En fait, le suffrage universel masculin, instauré pendant la Révolution, et qui permet à tous les citoyens hommes de voter, est sollicité à chaque fois qu'il doit prendre une décision. Ainsi, il s'assure d'avoir l'avis du peuple presque à chaque fois. Sentant son pouvoir établi, il est sacré empereur le 2 décembre 1804 par le pape Pie VII, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il abandonne donc son nom de naissance, Napoléon Bonaparte, pour devenir Napoléon Ier. Il est d'ailleurs appelé ainsi car c'est le tout premier empereur de France. Il se lance alors à la conquête de l'Europe, en allant casser la bouche aux Prusses et aux Autrichiens. Ces nombreux champs de bataille lui ont d'ailleurs valu la réputation d'un véritable boucher. Oui, ce type aimait bien la violence. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Fort des expériences de la Révolution, et surtout parce qu'il voulait éviter que tout ce bazar se reproduise, Napoléon accorda l'amnistie aux royalistes, les partisans de l'ancien roi. C'est-à-dire qu'il les pardonnait et qu'ils pouvaient reprendre totalement le cours de leur vie, sans risque de poursuite, à condition qu'ils ne fassent plus allusion à leur ancienne opposition à la Révolution. Voici maintenant la liste des grandes réformes, en tout cas quelques-unes, que l'on doit à notre ami Napoléon et qui ont duré dans le temps. Premièrement, en 1800, alors que le service militaire, la conscription, est devenu obligatoire depuis 2 ans, Napoléon Ier décide de nommer des préfets à la tête des départements, qui sont alors au nombre de 83. Aujourd'hui, on n'en compte pas moins de 101 dans toute la France. En 1801, à Paris, l'empereur et le pape signent ce qu'on appelle le Concordat, une sorte de réconciliation entre l'Église catholique et l'État, qui limite alors les pouvoirs de l'Église. La liberté de culte est désormais autorisée. En 1802, les lycées deviennent publics, c'est-à-dire qu'ils sont désormais gérés par l'État. On y forme les futurs officiers et les hauts fonctionnaires, selon leurs termes, l'élite de la nation. T'es défoncé ou quoi? Non, sergent-chef. Enfin, en 1804, Napoléon et l'Assemblée nationale, qui est aussi née de la Révolution, mettent en place ce qu'on appelle le Code civil, qui sert encore aujourd'hui à fixer les droits entre les personnes. Pour résumer, il détermine qui a le droit de faire quoi et à qui, et l'inverse. Cela sert notamment à officialiser ce qu'on appelle le mariage civil, c'est-à-dire qui n'est plus sous le signe de la religion et qui se fait à la mairie. Et devinez quoi, ceci est aussi né durant la Révolution. Voici maintenant la conclusion de cette petite vidéo. Bien sûr, on pourrait passer des heures à débattre sur les impacts qu'a eu Napoléon sur la France, qu'ils soient d'ailleurs positifs ou négatifs. Encore une fois, cela peut faire l'objet d'une prochaine vidéo. En résumé, l'empereur a tout fait pour gagner le cœur des Français, en renforçant ce qu'on appelle aujourd'hui le sentiment national, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à une même nation et d'être un peuple uni. Pour cela, il crée d'ailleurs la Légion d'honneur, qui récompense les meilleurs serviteurs de l'État, militaires ou civils. Enfin, c'est à ça qu'elle servait à l'époque. Maintenant... Au final, ce sont ces conquêtes militaires qui auront valu une grande défaite à Napoléon. Bien qu'il soit l'un des plus grands généraux que la France n'ait jamais connu, son esprit de conquête lui vaudra une cuisante défaite en Russie le 7 septembre 1812. Cette épopée se finira malheureusement pour lui le 18 juin 1815 à Waterloo, qui est situé actuellement en Belgique,
où il connaîtra sa dernière défaite. Il sera alors emprisonné et exilé sur l'île de Sainte-Hélène, où il finira ses jours en écrivant ses mémoires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. LOL.